France Inter. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour dans la peau des dissidents chinois ce soir. Ils ont appelé mes parents pour m'empêcher d'organiser des manifestations. Ils leur ont dit « Nous savons que votre fils s'est livré à des activités contraires aux lois chinoises, en Chine et à l'étranger. Nous pourrions fermer les yeux là-dessus, mais cette fois, le grand leader vient en France. Donc si votre fils fait quelque chose d'embarrassant pour le grand leader, ce sera difficile à gérer pour nous. » Bonsoir Géraldine Allo. Bonsoir. Et bonsoir Maxime Tellier. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Vous êtes journaliste à la cellule d'investigation de Radio France. Il y a un autre invité que je vous présenterai dans un instant et qui nous attend. L'homme qu'on vient d'entendre s'appelle Chiang Sita. Sita. Dissident chinois de 31 ans, arrivé en France en 2018. Il raconte la pression qu'il a subie lors du voyage en France de Xi Jinping. C'était en mai 2024. Et c'est un parfait exemple de l'enquête que vous avez menée avec le Consortium international des journalistes d'investigation. 10 mois de travail, dont on a déjà eu un avant-goût sur France Inter. 10 mois pour donner à comprendre à quel point un dissident chinois n'est jamais à l'abri nulle part. Traqué, harcelé par Pékin, et y compris chez nous en France. Géraldine, c'est avec vous que je voudrais qu'on commence. On parle des Chinois de Chine, on parle des Tibétains, on parle des Ouïghours, on parle des dissidents taïwanais, ceux qui sont partisans de l'indépendance. Et à chaque fois, c'est une méthode la même que Pékin a expérimentée et documentée. Ils appellent ça couper l'oxygène des cibles. Ouais, couper l'oxygène des opposants au régime chinois, ça veut dire les isoler, les asphyxier, leur faire peur, par exemple par des attaques informatiques sur leurs réseaux sociaux, sur leur boîte mail. Ils reçoivent aussi des appels de menaces. On leur dit de ne pas nuire à l'image de la Chine à l'étranger. Alors ce ne sont pas forcément des officiels chinois qui sont au bout du fil. Souvent, Pékin utilise des relais pour faire passer ces messages. Et puis ce que documente surtout notre enquête, ce sont les pressions sur les familles restées en Chine. Que ce soit donc en Chine continentale, au Tibet, au Xinjiang, là où vivent les Ouïghours. Et en gros, le message qui est passé par Pékin, c'est si votre fils ou votre fille continue ses activités anti-chinoises, ça va mal se passer. À la fois pour lui, mais aussi pour vous. Et par exemple, Chiang Sita, qu'on vient d'entendre, il nous disait que ses parents ont été appelés à plusieurs reprises par la police, et la police les a menacés de ne pas verser la pension de retraite aux parents si lui continuait ses activités, continuait d'organiser des manifestations. Et Pékin a effectivement théorisé ça. Ça s'appelle l'influence émotionnelle de la parenté. Ça veut tout dire. Ce qui est extrêmement impressionnant, ce que vous racontez dans votre enquête, c'est que ça peut aussi se passer en temps réel. C'est-à-dire que les dissidents sont en train de manifester, et pendant ce temps, on appelle leurs parents, voire on leur passe les parents. C'est exactement ça. C'est comme si, en fait, Pékin avait mis un tracker sur chaque dissident. Comme si Pékin savait en temps réel ce que faisaient les dissidents. Et quand Xi Jinping est venu en France en 2024, c'était effectivement très, très voyant, parce que il y a eu un grand rassemblement place de la République pour dénoncer la dictature chinoise. Et Chiang Sita, qu'on a entendu, nous racontait que quelques minutes avant de monter sur l'estrade pour faire son discours, ses parents l'ont appelé pour lui dire non, surtout prends pas la parole, ne fais pas ton discours. Et il est arrivé la même chose à une figure de la communauté tibétaine en France. Lui, juste après son discours, son frère l'a appelé pour lui dire écoute, je suis entouré d'amis chinois, entre guillemets, j'espère que tu fais pas de bêtises. C'est vraiment le mot qui a été employé. Ce qu'il faut souligner, Géraldine, c'est qu'on parle là de gens qui sont en France sous des statuts légaux. Parfois, ce sont des gens qui ont la nationalité française même, mais visiblement, ça change rien pour les Chinois. Oui, d'ailleurs, les autorités chinoises. La DGSI nous a fait une remarque intéressante à ce propos, c'est que la Chine appelle sa diaspora les Chinois d'outre-mer. Donc vous pouvez être en France depuis 10 ou 20 ans. Y compris avec un passeport. Vous pouvez avoir acquis la nationalité. Si vous êtes né en Chine, si vous êtes né au Tibet, si vous êtes né au Xinjiang, pour les Chinois, vous êtes et vous restez chinois. Rapidement, Géraldine, tout ça n'est pas totalement neuf. Des histoires de ce genre-là, il y en a déjà eu. Il y en a eu même après Tiananmen et à d'autres moments dans l'histoire chinoise. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent depuis Xi Jinping? Alors en fait, la Chine a toujours eu effectivement un œil sur sa diaspora. Ce qui a changé, c'est l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. En 2012, il a voulu asseoir son pouvoir sur des clans rivaux à la tête du Parti communiste chinois. Il a voulu mettre un terme à la relative ouverture qu'a connue la Chine sur Hu Jintao. Et donc, il voulait absolument faire
faire taire toutes les voix dissidentes, y compris à l'étranger, dans les diasporas. Est-ce qu'on dit qu'il y a quoi? Une complaisance ou une impuissance des autorités françaises? On est entre les deux. On est entre l'impuissance et la complaisance. Impuissance parce que tout ce qui est attaque cyber, c'est difficile de lutter contre. C'est ce que nous dit la DGSI, c'est dématérialisé. Ça se fait via WeChat, beaucoup le WhatsApp chinois. Donc, ce que dit la DGSI, c'est qu'elle incite les victimes, les dissidents, à se faire connaître via un formulaire qu'elle a lancé il y a un an sur son site internet, traduit en plusieurs langues. En revanche, là où l'attitude des autorités françaises pose question, c'est au moment de la visite de Xi Jinping. Il y a eu beaucoup d'arrestations de Tibétains. Préventives. Voilà, préventives. Pour un drapeau, pour une banderole. Et donc, ce que disent les avocats de ces Tibétains, c'est, en gros, on voulait faire place nette. La France ne voulait pas irriter Xi Jinping. Alors, la France, Géraldine, vous nous le racontez. Maxime Tellier, ce qui est intéressant, c'est que ce que décrivent les dissidents en France, ils pourraient dire la même chose, au fond, dans tellement d'autres pays. Vous avez listé 23 pays en Europe et même au-delà qui sont touchés exactement par la même chose. Alors ça, c'est les cas qu'on a pu documenter au cours de cette enquête. Il y en a sans doute beaucoup plus. Donc c'est sur tous les continents, Fabienne, en Asie, en Amérique, en Europe. Au Royaume-Uni, par exemple, il y a une réfugiée qui a manifesté pour la démocratie à Hong Kong, Carmen Lo, et qui est donc maintenant au Royaume-Uni. Et récemment, en février, elle a manifesté contre la nouvelle ambassade de Chine à Londres, une super ambassade. Et 2 jours plus tard, son oncle et sa tante sont arrêtés en Chine. Sa tête, par ailleurs, est mise à prix par la Chine, avec 19 autres activistes qui vivent à Londres. Il y a une grosse communauté hongkongaise à Londres, avec une prime pour chacun de 120 000 €. Il y a aussi cette histoire de Nouria Ziden, qui est réfugiée ouïghour. En octobre dernier, elle va au congrès mondial ouïghour à Sarajevo, en Bosnie. Et elle dit qu'elle se sent suivie par 2 hommes chinois à l'aéroport, et elle les reconnaît à son hôtel à Sarajevo, où ils filment les participants du congrès. Et quand elle revient chez elle, elle habite à Dublin, en Irlande, elle reçoit un appel de sa mère, dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis 10 ans, qui lui demande pourquoi elle est allée à ce congrès. Elle comprend que sa mère a été interrogée par des policiers chinois. Alors tout ça, ça veut dire immense surveillance. Encore une fois, 23 pays identifiés, il y en a probablement d'autres. Ça veut dire des moyens, ça veut dire du temps, ça veut dire de l'argent. Est-ce qu'on sait décrire l'organisation probablement tentaculaire que Pékin met en place dans le but de surveiller sa diaspora? Oui, alors il y a toute une infrastructure avec plusieurs agences d'État qui sont d'ailleurs complémentaires et qui sont identifiées. Il y a le ministère de la Sécurité d'État, c'est le principal service de renseignement civil chinois qui compte un peu plus de 100 000 agents. C'est eux qui font par exemple le piratage des boîtes mail dont Géraldine a parlé, le harcèlement en ligne. Il y a aussi le ministère de la Sécurité publique à la tête de la police. Alors là, c'est beaucoup plus gros avec plus de 2 millions d'agents. C'est eux par exemple qui peuvent intimider les familles, qui font les arrestations, qui peuvent émettre des notices rouges Interpol. Ça, on en parle aussi dans notre enquête. Il y a un gros article là-dessus. Ils mettent en place des opérations comme Fox Hunt. C'est la chasse au renard. C'est une vaste opération anticorruption qui a été lancée sous Xi Jinping, qui vise les hommes d'affaires, mais qui permet aussi de neutraliser des rivaux politiques. J'ai entendu ce chiffre, 2 millions d'agents. Enfin, alors évidemment à l'échelle de la Chine, mais enfin quand même 2 millions d'agents. On parlait à l'instant, ce sera la dernière question, Maxime, avant de rejoindre un autre invité. On parlait de la complaisance ou de l'indifférence de la France. J'imagine que c'est le cas dans d'autres pays d'Europe. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut dire que les Chinois dissidents se sentent mieux protégés qu'ailleurs? On peut le dire ou pas du tout? Alors il y a quelques endroits. Le Royaume-Uni est devenu un refuge pour 160 000 Hongkongais depuis 2021, grâce à un visa spécial qui a été mis en place par les autorités britanniques pour les habitants de Hong Kong qui sont nés avant 1997. Donc quand la ville était encore britannique, avant qu'elle soit rendue à la Chine. Il y a le Canada, dans notre enquête, qui est décrite par une réfugiée tibétaine qui raconte que la police, là-bas, propose des formations sur la cybersécurité et qu'elle protège les leaders de la communauté. L'Allemagne, où le congrès mondial ouïghour est installé à Munich. Il y a aussi une grosse diaspora là-bas. Mais rien n'est parfait, vous le comprenez, Fabienne. Carmen Lo, cette exilée hongkongaise qui vit à Londres, dont je parlais à l'instant, dit, elle, qu'elle ne se sent en sécurité nulle part. Elle dit que les démocraties ne travaillent pas assez entre elles contre la Chine pour se protéger, elles, les démocraties, et pour les protéger, eux. Bonsoir Raphaël Viana. Bonsoir. Bon, merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des porte-parole de l'ISHR, International Service for Human Rights, une ONG qui est basée à New York et aussi à Genève. Vous apparaissez dans l'enquête de Géraldine et de Maxime. Et si on avait envie de vous entendre, c'est parce que l'entrisme des autorités chinoises ne se résume pas à essayer d'intimider la diaspora. Il y a une vraie tentative, un vrai travail de sape, y compris aux Nations Unies, y compris à Genève, y compris au Conseil des droits de l'homme, avec ce qu'on appelle des fausses ONG qui sont chargées en fait d'imposer une espèce de narrative, une sorte de récit chinois. On appelle ça des gongos
government NGO, c'est-à-dire des ONG qui sont pilotées par le gouvernement chinois. Comment est-ce qu'on les repère ? Est-ce que vous savez les repérer désormais à distance ? Alors déjà, je voulais remercier de m'avoir invité et je voulais féliciter évidemment Géraldine et Maxime pour leur excellent travail d'enquête. Alors les Gongos, effectivement très présentes au Conseil des droits de l'homme, c'est un peu des fausses ONG, c'est-à-dire c'est des ONG qui sont sous le contrôle effectif d'un gouvernement, ici le gouvernement chinois, que ce soit un contrôle financier, administratif ou légal ou politique, mais qui prétendent être des ONG indépendantes. Donc nous, en tant qu'organisation, ne donnons pas une définition générique, une définition, puisque ça risquerait d'ouvrir un peu une brèche dans laquelle les dictatures pourraient un peu s'engouffrer pour définir ce qu'est une vraie ONG, mais on donne des critères pour évaluer ça au cas par cas. Et donc dans le cas de la Chine, ça se traduit souvent par le fait que des dirigeants de ces gongos occupent aussi des fonctions, des hautes fonctions dans un organe du Parti communiste ou du gouvernement, notamment des organes de propagande, ou alors ont une affiliation politique ou juridique au parti qui est inscrite dans les statuts même de la Gongo, avec par exemple la création d'une branche du parti dans cette Gongo, entre autres choses. Mais Raphaël Viana, donc on sait les compter, on sait les voir, on sait les repérer. Est-ce qu'on sait les contrer, les empêcher, voire les exclure, ou est-ce que c'est impossible en fait ? Alors on sait les compter, on est en cours de cela. On considère que de notre côté, on considère que la très grande majorité des plus de 100 organisations qui sont accréditées, qui ont un statut consultatif à l'ONU et qui sont basées en Chine, sont des Gongos. Nous considérons que la principale façon de contrer, disons, cette influence, c'est d'empêcher ce que de nouvelles Gongos obtiennent ce fameux statut consultatif qui est déterminé par un comité à New York qui s'appelle le Comité des ONG, dont la Chine fait partie avec de nombreux autres États autoritaires, et qui, par une simple question posée à des ONG qui candidatent justement pour ce statut consultatif, permet de reporter cette application, parfois pendant plus de 8 ans. Donc, nous avons publié récemment, donc hier justement, un grand rapport qui dévoile les tactiques de la Chine pour bloquer l'accès de la société civile à l'ONU. Et il y a un grand volet qui est dédié justement à ce comité des ONG, où on se rend compte que la Chine est le principal membre qui vient justement bloquer des ONG de façon générale. Et de la même façon, nous pourrions finalement bloquer les Gongos qui demandent ce statut consultatif à New York. Parce que ce que ça veut dire, Raphaël Viana, c'est que si moi je suis dissidente chinoise et que je vais chercher protection en fait auprès d'une ONG ou auprès des Nations Unies, si j'essaie de m'exprimer sur une tribune des Nations Unies, parce que ça se fait évidemment pour des dissidents, si j'ai envie de me faire accréditer, au final je prends un énorme risque finalement. Donc est-ce que les dissidents chinois renoncent à le faire ou le font quand même ? Alors, ils n'osent pas forcément à le faire. Beaucoup de personnes le font en connaissance de cause et du risque. Nous, notre travail, c'est de réduire ce risque au maximum. Il n'y a pas évidemment de risque zéro. Mais ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est que dans un contexte où la Chine de Xi Jinping réprime très violemment ses minorités dans le pays et ferme l'espace pour la société civile, les Nations Unies, évidemment, ces organes de défense des droits humains qui sont basés à Genève, vous avez cité le Conseil des droits de l'homme, restent un des derniers espaces vraiment pour les ONG, les victimes et les activistes, qu'ils soient chinois, ouïghours, tibétains ou hongkongais, de documenter les violations des droits humains, de témoigner et de mobiliser. Donc ils continuent à le faire, évidemment, ça reste un espace fondamental, mais ils le font parfois à un certain prix. Cependant, il y a des mécanismes en place, notamment établis par le Haut Commissariat aux droits humains, si vous voulez, un peu le ministère des droits humains de l'ONU, qui justement documente ces cas de représailles dans un rapport qui est publié au nom du secrétaire général des Nations Unies tous les ans en septembre. Et d'après nos calculs, la Chine justement est le 5e pays le plus cité en tant que auteur de ce qu'on appelle donc les représailles, c'est-à-dire les actes de rétaliation ou d'intimidation à l'encontre d'activistes qui cherchent à coopérer avec l'ONU. Donc cette exposition publique va augmenter le coût politique pour Pékin de faire ceci, et la Chine prête beaucoup attention à son image au niveau international. Alors 2 dernières questions justement. D'abord, est-ce que les ONG légitimes comme vous, par exemple, êtes intimidées aussi ? C'est-à-dire, est-ce que les autorités chinoises cherchent aussi à vous atteindre, vous, parce qu'elles savent que vous luttez justement contre les Gongos et autre chose de ce genre-là. D'abord, est-ce que vous êtes intimidé vous aussi ou pas ? Alors, nous, directement, beaucoup moins, très, très rarement, à vrai dire, et c'est aussi pour ça que nous pouvons jouer ce rôle de représentation de celles et ceux qui n'ont pas la possibilité d'agir ou de témoigner publiquement aux Nations Unies et au Conseil des droits de l'homme. Cependant, il y a certaines exceptions, dont notamment donc un incident qui a été largement documenté dans notre rapport et dans l'enquête de ICIJ, évidemment repris par Radio France, qui inclut un incident en mars 2024, l'année dernière, où 4 représentants de Gongo sont apparus à nos bureaux avant
avant une réunion à huis clos entre des défenseurs des droits humains chinois et des hauts fonctionnaires de l'ONU que nous avions justement organisé pour des raisons de sécurité dans le but d'intimider. Donc ceci a été documenté, ceci a été partagé avec le Haut Commissariat aux droits humains qui malheureusement n'a pas pris encore les actions nécessaires, ou en tout cas l'a pas inclus dans ce rapport du secrétaire général, et nous appelons toujours à ce que ce cas soit inclus. Cependant, évidemment, notre situation est bien moins, disons, risquée que celle des nombreux activistes, par exemple, que Maxime a cité, comme Carmen Lo ou alors le Congrès ouïghour mondial. Très très rapidement, Raphaël Viana, la question que je me pose, c'est que les pays légitimes qui sont au Conseil des droits de l'homme, les ONG qui sont légitimes, celles qui voient et qui entendent, y compris des ONG dont on sait exactement qui elles sont et ce qu'elles sont lorsqu'elles sont chinoises, quand elles les entendent dire la Chine c'est formidable, les femmes sont très bien traitées, etc. Comment et vers qui, au fond, elles utilisent ce propre récit-là sur lequel personne n'est dupe ? Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre toujours, c'est que le désir de Pékin, c'est de prévenir toute critique, de contrôler le discours des droits humains en Chine et d'affaiblir un peu l'indépendance des organes des Nations Unies. Très souvent, ces discours, ils sont aussi tournés pour une audience domestique, c'est-à-dire il y a beaucoup de médias chinois qui sont sur place et c'est une façon du gouvernement chinois de pouvoir dire à sa population, regardez, le monde nous écoute, ils sont d'accord avec notre vision des droits humains, ils sont d'accord qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas vraiment le cas, c'est une mauvaise représentation de la chose. Et justement, dans notre rapport, nous avons parlé à de nombreux diplomates, non seulement européens ou occidentaux, mais aussi des diplomates de ce qu'on appelle donc le Sud global, et dont notamment un diplomate qui nous a justement dit que les gongos, évidemment, chinoises sont très repérables et qu'ils peuvent les identifier et qu'ils ne croient pas forcément ce qu'ils ont à dire. Cependant, le problème que posent les gongos, c'est lorsqu'elles commettent ces actes de représailles et qui, en fait, enlèvent la responsabilité à l'État, parce qu'elles font penser que c'est pas l'État qui les commet, et quand elles occupent un espace déjà limité pour les ONG légitimes qui sont à l'ONU. Raphaël Viana, merci beaucoup. Merci vraiment, Géraldine Allo, Maxime Tellier. Merci à vous également votre enquête China Target avec le consortium des journalistes d'investigation. 43 médias au travail, dont Radio France. On la lit en très grande longueur sur le site de Radio France. Merci beaucoup à tous les trois. La suite ce soir, c'est la suite de la série de reportages Un jour dans le monde en Syrie. Manon Chaplin va nous emmener à la rencontre d'artistes qui sont revenus pour aller ensemble jusqu'à 19h. Il y aura Kevin Dufresne avec Sous les radars. À 18h50, c'est Franck Madvon et les 100 jours de Trump, Caroline au pays des 27 également. On parlera lobbying et Mercosur. À tout de suite, le tour de la planète continue. Il passe par une autre diaspora, c'est la diaspora turque. Cool Hand, tiens, c'est le titre de la chanson. Le groupe, j'y arrive pas. Le reportage d'Un jour dans le monde est en Syrie. Ce soir encore, deuxième volet d'une série que nous sommes heureux de vous proposer 5 mois après la chute du régime. Aujourd'hui, c'est à Damas que nous allons, dans la capitale, avec des artistes syriens. Pendant les décennies de dictature, les initiatives artistiques et culturelles étaient évidemment gelées, voire réprimées. Le régime craignait d'y voir une brèche.
vers une possible critique du pouvoir. Mais depuis la chute du clan Assad, la vie culturelle a repris. Les artistes en exil sont de retour, même si certains craignent que le conservatisme d'une partie du nouveau pouvoir ne vienne les contraindre à leur tour. Les salles, en attendant, son comble. Et le reste, ce soir encore, c'est Manon Chaplin qui raconte. C'est par des pétales de rose que le chanteur Samir Chouker et sa fille Anna sont accueillis au pied de leur immeuble dans la banlieue sud de Damas. 15 années qu'ils n'ont pas mis les pieds ici, 15 années loin de leurs voisins, de leurs amis, 15 années qu'Anna n'avait pas pu mettre la main sur ses précieux albums de famille. Derrière elle et toutes ses photos, son père ému aux larmes. 15 ans, c'est long, surtout quand tu as la crainte constante de jamais revenir. Même en ce moment, alors que je vous parle, j'ai encore l'impression de vivre un rêve. Samir Chouker, 68 ans aujourd'hui, a comme beaucoup d'artistes à la veille de la Révolution pris le chemin de l'exil. Dès les années 80, il subit des pressions du régime, souffre du manque de liberté d'expression et contraint dans l'écriture de ses chansons. En 2010, il se réfugie à Paris, compose Ya Hef, quelle honte en français, comme un avertissement pour le régime et sa répression. Il n'imagine alors pas qu'elle deviendra en Syrie l'un des hymnes de la Révolution. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple chanson mais d'une bombe. J'ai été profondément ému par une phrase qui m'a souvent été rapportée de la part de prisonniers. Ils me disaient que, dans leur cellule, cette chanson leur avait ouvert une fenêtre sur l'extérieur, une fenêtre sur le monde. Le jour de la chute du régime, scotché devant sa télévision, Samir Chouker ne rêve que d'une chose, revenir chez lui en Syrie pour chanter sa chanson. C'est désormais chose faite. À Damas, après des décennies de censure, les artistes en exil reviennent des 4 coins du monde pour donner un nouveau souffle à la capitale. Des chanteurs, intellectuels, écrivains et des comédiens. Sharif Homs, 33 ans, est revenu dès 2022 pour créer son comedy club Styria. À l'époque de la dictature, j'avais une manière très intelligente de faire des blagues sur Assad. Dans le public, tout le monde retenait sa respiration, puis rigolait. Je pouvais sentir la peur dans leur rire. Depuis la chute du régime, chaque spectacle fait salle comble. Les blagues parlent d'amour, parlent d'intime, parlent enfin de politique. Je n'ai jamais aimé les frontières, les restrictions, les lois, les gouvernements. Vous savez, maintenant, je me sens vraiment libre quand je suis sur scène. Je peux vraiment dire tout ce que je veux. Un nouveau souffle pas totalement exempt de pression. Il y a quelques semaines, en ligne, un comédien de Styria a été menacé de mort pour avoir fait une blague à connotation sexuelle sur Raqqa, sa ville natale. Blague mal reçue par les Syriens de la frange la plus radicale. Il y a des gens qui sont trop islamistes et tu ne sais pas si tu vas les croiser sur ton chemin. Moi, je sais comment tenir un crayon, pas comment tenir une arme. Et je suis persuadé que si nous arrivons à rire ensemble, nous pouvons vivre ensemble. Dans les cafés, les cinémas, les salles d'exposition, la fin de la dictature suscite des espoirs. L'arrivée au pouvoir d'Ayat Tahrir al-Sham, des discussions. À la Zaouïa Galerie, Georges, cinéaste, et Roula, propriétaire des lieux, débattent. Cette dernière, le passé djihadiste d'une partie du nouveau gouvernement l'interroge. Des membres d'Ayat Tahrir al-Sham sont venus à la galerie et m'ont demandé d'enlever toutes mes sculptures, mes tableaux de nus, parce que c'est haram, impur, interdit. Ils ne sont pas ouverts d'esprit et on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Roula, la bonne chose maintenant, c'est que le pays est plus ouvert. Et puis prenons l'exemple du Qatar, c'est un pays islamiste, mais ils ont eu de superbes expositions. L'art n'y est pas si restreint, donc... Car il y a une différence entre djihadiste et islamiste. Le passé du gouvernement est djihadiste. Laissons le temps au gouvernement de faire ses preuves, répond Georges. Au moins, et contrairement à avant, ces débats sur l'art et la culture, nous pouvons les avoir librement. Merci beaucoup Manon Chaplin, on se retrouve demain pour la suite de cette série. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Et
Et c'est d'abord en Serbie que nous sommes, Kevin, où les étudiants remportent une nouvelle victoire. Ah oui, célébrée hier depuis les locaux de la RTS, radio-télévision publique à Belgrade, dont ils bloquaient l'accès depuis 2 semaines. Ils reprochaient, tel audiovisuel public, d'ignorer leurs protestations et leurs revendications en ne couvrant pas leur mouvement contre la corruption dans le pays et de faire contre le pouvoir et contre le pouvoir en place. On en parle régulièrement dans Un jour dans le monde depuis près de 6 mois maintenant que ce mouvement a commencé, et suite auquel de nombreux responsables, dont le Premier ministre, ont démissionné. Le président Aleksandar Vučić, en revanche, a à plusieurs reprises accusé le mouvement d'être sous l'influence de puissances étrangères, et les étudiants affirment qu'il a le contrôle justement sur les médias publics. S'ils ont fini par lever le blocage hier, c'est parce qu'une commission parlementaire a demandé à ce que désormais les membres de l'autorité de régulation des médias, l'équivalent de l'Arcom, soient élus de façon transparente. Ce soir, la levée du blocage est à la une du site internet de la RTS. Okay, thanks. Allez, aïe. Nous sommes en Suède où un challenge TikTok coûte cher. Oui, un type de vidéo vraiment malin, le Egg Cracking Challenge. Ça consiste pour un parent en train de cuisiner à casser un œuf sur le crâne de son enfant par surprise. L'enjeu étant bien sûr de filmer la réaction qui est au mieux un rire, au pire 2 grosses larmes pendant que papa ou maman se marre face caméra. Et c'est ce qu'a fait une maman d'Helsingborg il y a 2 ans avec sa fille de 5 ans. Vidéo vue plus de 100 000 fois et des signalements d'internautes suédois choqués auprès de la justice qui s'est saisie de cette affaire. Et ça ne l'a pas fait rire, elle, puisqu'il y a quelques jours, cette femme a été condamnée à verser 1 800 € de dommages et intérêts à sa fille. La procureure a estimé que la scène était, je cite, terriblement humiliante pour la petite fille. La maman s'est justifiée en assurant qu'elle avait l'habitude de lui faire des farces et qu'elle n'avait pas l'intention de lui faire mal. Et puis nous sommes aux États-Unis, d'où est partie une image qui désormais fait le tour du monde. Oui, c'était lors du marathon de Boston il y a 10 jours, à 200 mètres de la ligne d'arrivée, si près du but, un concurrent s'effondre. Ses jambes ne répondent plus, ça arrive souvent. Un autre coureur s'arrête pour l'aider, le porter. Il s'appelle Pedro Arieta, il est brésilien. La scène est filmée et reprise depuis un peu partout et d'abord dans son pays. Pedro Arieta soudain devenu une sorte de héros national de l'altruisme, parce ce qu'il faut savoir, c'est qu'en aidant ce monsieur qui s'appelle Shaun Goodwin, le Brésilien a sacrifié sa propre performance qui était de boucler pour la première fois le marathon en moins de 2h40. Il a franchi la ligne en plus de 2h41, main dans la main avec son nouvel ami, comme il l'appelle. C'était impossible d'ignorer quelqu'un qui avait besoin d'aide, a expliqué Pedro Arieta sur son compte Instagram, sur lequel il passe pas mal de temps à répondre aux commentaires de félicitations depuis 10 jours. C'est un cœur d'artichaut, Kevin. C'est pathétique. Allez, vous partez en restant aux États-Unis avec la voix. Ouais, ça vous fait du bien aussi. Oui, avec la voix unique de Tom Waits qui chante Alice. À tout de suite. It's dreamy weather we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette. Crows I saw and the tears on my face and the skates on the pond, they spell Alice. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window, and the ice in my drink. Baby, all I can think of is Alice. Arithmetic, arithmetic. Turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How did the razor find my throat? The only strings that hold me here are tangled up around the pier.
Alice, signé Tom Waits sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, c'est Franck Madvon. Bonsoir Franck. Bonsoir Fabienne. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, Donald Trump célèbre donc aujourd'hui son 100e jour à la Maison Blanche. Et ce soir, vous nous dites pourquoi les anti-Trump ne doivent pas se laisser aveugler par son impopularité. Cette impopularité, c'est le fait marquant de ces 100 jours. C'est incontestable. Donald Trump chute dans les enquêtes d'opinion, 43% d'opinion favorable en moyenne, et même 39% dans le dernier sondage ABC Washington Post. D'habitude, les présidents américains ont droit à une lune de miel. Or, Trump atteint des planchers inédits depuis 70-80 ans. Il ne s'effondre pas et reste très populaire auprès de sa base, mais certains de ses électeurs s'inquiètent de l'impact de la hausse des droits de douane, d'un risque de récession et d'une augmentation de l'inflation. Ils trouvent aussi que Trump va trop vite, que les transformations sont trop brutales. La guerre contre les universités, contre la recherche, l'État fédéral en général entraîne beaucoup de critiques. Mais vous dites qu'il ne faut pas donc s'attarder sur ces chiffres. Avec Donald Trump, ça n'a pas beaucoup de sens. Il suffit de rappeler que son taux d'approbation était de 34% seulement à la fin de son premier mandat en 2021. Il venait alors de provoquer l'assaut du Capitole à l'origine d'un second procès en destitution. Le parti républicain commençait à lui tourner le dos. Ses comptes Facebook et Twitter étaient suspendus. Des membres de son administration dénonçaient publiquement sa folie, sa dangerosité. Pourtant, Trump est donc revenu. À maintes reprises, on l'a cru ainsi affaibli, sans espoir de remonter la pente. Par exemple, après avoir été reconnu coupable dans l'affaire Stormy Daniels à New York l'an dernier, ou après son apparente défaite dans le débat présidentiel face à Kamala Harris. Or, Trump a toujours rebondi. En 2021, lors de sa brève traversée du désert, Donald Trump adopte une stratégie qui a en grande partie façonné les 100 premiers jours quasi révolutionnaires de ce mandat. D'abord, s'entourer de fidèle parmi les fidèles. Contrairement au premier mandat, le milliardaire s'assure cette fois que ses proches le soutiendront coûte que coûte, y compris quand certains projets s'apparentent à des lubies. Les élus républicains et donc le Congrès lui sont aussi entièrement dévoués. Comme le lui a enseigné l'avocat Roy Cohn, Trump revendique toujours la victoire, tant pis s'il est démenti par les faits. Il continue aujourd'hui encore à marteler, par exemple, qu'il a gagné l'élection de 2020. À la Maison-Blanche, il agit comme à Mar-a-Lago et concentre tous les pouvoirs. La première fois, dit-il au magazine The Atlantic cette semaine, je devais diriger le pays et survivre. La deuxième fois, je dirige le pays et le monde. Et donc, il pourrait à nouveau rebondir. Si l'économie s'effondre, si l'inflation galope, si les promesses ne sont pas tenues, la popularité de Trump continuera sans doute à chuter. Mais un autre scénario peut s'imposer. Après tout, ce Trump saison 2 reste soutenu par une forte proportion d'électeurs. Sa garde rapprochée serre les rangs. L'opposition démocrate peine à relever le gant. Le président pourrait corriger ses atermoiements sur les droits de douane, tirer les bénéfices au moins à court terme de la baisse des dépenses fédérales. Il n'obtiendra peut-être pas la paix en Ukraine, mais s'il réduit les aides à Kiev, ses électeurs lui en feront-ils le reproche. Pour eux, le coût de la vie compte plus que tout. Trump continue à dominer l'actualité, à imprimer son rythme. Si l'économie repart, son impopularité pourrait n'être qu'un bref orage. Franck Madvon, merci beaucoup. On y reviendra, nous, demain, évidemment, sur les 100 jours de Donald Trump. Le mardi, Caroline Gillet ouvre les portes de l'Europe et frappe avant d'entrer. France Inter, le 18-20. Courant de... Voilà, Caroline, parmi les gros dossiers que vous aviez envie de suivre cette année, il y a l'accord entre l'Europe et le UE-Mercosur plutôt. Vous lancez aujourd'hui une petite série d'épisodes sur ce texte qui vise à créer donc une zone de libre-échange entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique latine. Oui, l'accord a été finalisé en décembre et on attend maintenant les votes de cet été, d'abord par les États membres dont la France, puis par les parlementaires européens. On retrouve pour en parler Laura Verreck. Elle travaille au Centre national pour la coopération au développement et elle milite contre l'accord. Je la retrouve à Bruxelles, place Sainte-Catherine. Il y a 2 grands bassins d'eau fontaine vides. L'église a été à moitié nettoyée. Donc il y a toute une partie qui semble carbonisée. Il y a le palais de la crêpe qui est juste là, avec une gaufre en devanture. Laura est bon public. Mais qu'est-ce qu'elle fait là dehors ? Attendez, elle tient quelque chose en main. Un tas d'autocollants avec un agriculteur dessus qui dit que l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur est nocif pour les agriculteurs et les agricultrices, l'environnement, les droits sociaux et humains. Il y a un agriculteur avec une fourche qui se gratte la tête et il y a marqué « Stop UE Mercosur ». J'en ai toujours dans mon sac. Certains producteurs, comme les vignerons,
pourrait, avec cet accord, exporter sans la taxe douanière de 35%. Mais d'autres secteurs sont inquiets. 2 fois plus de viande bovine serait importée vers l'Europe, mais aussi 180 000 tonnes de volailles, 1 million de tonnes de maïs, 190 000 tonnes de sucre. Ça fait partie des arguments, j'imagine, de protéger les agriculteurs. Exactement, mais c'est aussi protéger l'environnement, réduire notre impact climatique et repenser en général qu'est-ce qu'on consomme dans notre assiette. Est-ce qu'on a besoin que ça vienne de l'autre côté de l'Atlantique? Je colle plutôt sur les poteaux, un petit peu là où il y en a déjà, et pas sur les endroits où les gens n'ont pas forcément envie d'être interpellés, donc pas sur le banc. Parce que c'est un banc pour réfléchir peut-être à l'amour, à la vie. Attendre le soleil qui ne vient pas. Et c'est ça le jeu d'un accord de commerce, c'est un peu un troc en fait. Qu'est-ce qu'on va importer plus, qu'est-ce qu'on va exporter plus? Et il y a des parties et des secteurs européens qui vont gagner, et souvent c'est aligné par rapport aux pays qui soutiennent l'accord. Donc c'est pour ça que l'Allemagne est pour, parce que les voitures, les pesticides, les produits pharmaceutiques. L'Espagne, l'Italie le veulent. Et il y a des pays qui s'opposent comme la France, donc ça crée beaucoup de tensions. Et par exemple, les pesticides, on va quand même continuer à exporter des pesticides que même chez nous, on n'utilise plus parce qu'ils ont été interdits. Et ça, par exemple, c'est vraiment une question de solidarité internationale. On ne peut pas envoyer ce que nous, on ne veut même pas manger. Et en plus de ça, il y a un effet boomerang. C'est-à-dire que si on envoie des pesticides interdits et qu'après on importe des citrons du Brésil, on va forcément les retrouver. La Commission européenne explique que les exploitants du Mercosur sont et resteront soumis aux mêmes règles sanitaires et environnementales que leurs homologues européens. Il y aurait donc des fermes labellisées sans hormones pour les exports de bœufs brésiliens. Mais les opposants au traité s'inquiètent de savoir si tout cela pourra bien être contrôlé. L'accord EU-Mercosur, c'est un très vieil accord. En fait, c'est ça, il s'est passé 25 ans. La situation géopolitique a complètement changé, mais aussi les enjeux climatiques, biodiversité, déforestation, etc. On est arrivé devant mon bureau. C'est un bâtiment rénové, un peu industriel. Avec un petit assemblage briques-béton comme on aime. Et il y a un code à l'entrée que je vous dirai pas, même si je l'ai vu. On s'installe dans une grande pièce pour se connecter à Internet et suivre des échanges en direct sur le site du Parlement européen. Ah, ça a commencé. C'est un socialiste allemand qui préside le comité de commerce international. Donc c'est lui qu'on entend. Et à côté de lui, on voit un autre homme bouger un petit peu comme ça. Et ça, c'est monsieur Šefčovič. C'est le commissaire en charge du commerce. Donc, commissaire, c'est un peu comme ministre, c'est-à-dire que c'est la personne au sein de la commission qui est responsable pour le commerce. Et les députés européens vont lui poser des questions, notamment par rapport à cet accord avec le Mercosur. Donc là, il dit il va parler du Mercosur et que c'est un deal win-win, donc gagnant-gagnant. Et puis qu'il est meilleur, ce deal qui a été signé en décembre par rapport à celui de 2019, notamment sur les exigences écologiques. Exactement. Après, c'est son travail, en fait, puisqu'il est le patron des négociateurs commerciaux qui ont fini leur travail au mois de décembre. Donc, il peut, d'une certaine façon, pas dire autre chose que oui, bien, on a bien travaillé. Et vous, en regardant cette conférence, qu'est-ce que vous cherchez comme info ? Je cherche à voir quels sont les arguments, comment il va essayer de vendre cet accord. Par exemple, là, j'entends parler de sécurité économique, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. On a cette idée qu'il va falloir qu'on soit plus sûr parce que les chaînes d'approvisionnement mondiales peuvent changer rapidement et on peut manquer de matières premières. À ma grande surprise, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir m'arrêter. En Slovène ? Ouais. Et c'est pas seulement parce que c'est drôle de changer les langues. On met une autre langue pour voir. LV. Ça doit être lituanien. Ou letton. Il y a 14 traducteurs qui sont sur le coup là. C'est assez impressionnant. Ouais. Et quand on connaît tous les personnages et qu'on connaît tous les enjeux et tous les chiffres, c'est assez excitant à regarder comme une bonne série. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il va changer d'avis ou elle va changer d'avis ? Et aussi le niveau du débat, en fait, au fur et à mesure des mois, on voit qu'ils sont de plus en plus informés, qu'ils connaissent de mieux en mieux le sujet, donc ça devient encore plus passionnant. Voilà, je mettrai le lien de la vidéo de ces échanges sur la page de la chronique. Les arguments pro-traité de la Commission, on les entendra la semaine prochaine. J'ai parlé avec Vanessa Mock, elle est en charge du commerce dans la délégation de la Commission en Uruguay. Mardi prochain, Caroline. Merci beaucoup.